Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Osé faire sa mue, osé sortir de sa zone de confort, osé faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Elles pourraient être sœurs, mais non, c'est mieux que cela. Pas de rivalité enquistée dans un roman familial. Elles se découvrent à l'âge adulte, à l'âge des vrais choix, que l'on opère quand on a déjà fait un petit bout de chemin et que l'on sait ce que l'on veut et surtout ce que l'on ne veut plus. Voilà deux jeunes femmes, jeunes mamans la trentaine, la tête bien faite et toutes deux avec une ou plusieurs expériences dans la mode. L'une vit en Belgique, l'autre en France. Elles font connaissance et échangent sur un groupe, puis se rencontrent en vrai sur un salon. 2 jours de discussions passionnées et passionnantes qui les conduisent tout droit vers Perpète, une marque de mode pour les enfants qu'elles créent ensemble et dont les vêtements ont pour vocation d'être reportés. Une histoire vieille comme le monde ou très moderne, c'est selon les générations. Alors déjà, on leur souhaite Perpète, mais avant, on a besoin d'en savoir plus. Moi, de mon côté, je travaillais dans la fast fashion depuis plusieurs années et au fur et à mesure, dans ma vie personnelle, on faisait de plus en plus attention à manger bio, s'approvisionner local. On était de plus en plus adeptes du zéro déchet. Et à côté de ça, mon métier, c'était de vendre le plus de vêtements possible. Et il y a un moment donné où c'est devenu le grand écart entre les deux. Et j'ai voulu rapprocher un peu plus mes convictions personnelles et mon travail. Donc ça s'est fait, je veux dire, le déclic final, ça a été une grossesse qui m'a poussée à vouloir faire une mode différente, plus respectueuse de l'environnement. Et c'était un peu les prémices du projet Perpète. Voilà, donc je savais que c'était un projet qui devait s'inscrire dans l'économie circulaire, qui soit plutôt orienté vers les enfants, parce que je voyais bien qu'il y avait un problème spécifique dans l'enfant. Et au fur et à mesure de mes recherches, c'est là où on s'est rencontrés avec Sandra. Alors juste, je voudrais rebondir sur le problème spécifique pour les enfants ou des enfants. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien, voilà, les enfants grandissent vite. Et on se retrouve finalement à acheter hyper régulièrement des produits, des vêtements. Et ce qui se passe, c'est que comme ce sont des vêtements qui ont, on va dire, que les enfants vont porter très peu de temps, on a tendance, de façon générale, à acheter soit des vêtements pas chers, donc pas toujours de très bonne qualité ni bien faits, ou bien de les laisser dormir dans les placards. Donc il va y avoir, les vêtements vont avoir une durée de vie ultra limitée. Et nous, on voulait trouver une solution pour que les vêtements puissent durer longtemps, même chez les enfants. Alors, cette réflexion, Nathalie, ou ce point de vue sur l'usage qu'on fait des vêtements d'enfants, vous l'avez à quel moment ? Avant d'avoir un enfant ? Pendant ? Comment ça se passe ? On va dire ça a été dans un premier temps, avant d'avoir des enfants, je voyais que de toute façon dans le secteur textile, il y avait une problématique. Voilà, comme je disais, travailler moi dans la fast fashion, voilà, le métier c'était juste de vendre le plus possible à n'importe quel prix et pousser finalement les gens à consommer des vêtements. Donc clairement, ils n'ont pas besoin, donc avec des collections renouvelées hyper vite, voilà, avec tout ce qu'on connaît de la fast fashion. Et par la suite, quand j'ai eu mon premier enfant, c'est là où je me suis rendu compte qu'il les portait vraiment très peu de temps, quoi. C'était quelques mois. Et à partir de là, je me suis dit, il y a une problématique qui est inhérente au secteur textile, mais qui est
encore plus forte chez l'enfant de par le fait qu'il grandit vite. Ça va très vite. Il y a un accélérateur en fait qui est un peu induit. Je donne juste la parole maintenant à Sandra. Alors vous, Sandra, votre cheminement, ça a été quoi? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, je viens d'où? Mais en fait, ce qui est assez drôle, c'est que le cheminement, il est un peu. Il ressemble beaucoup au cheminement de Nathalie, qu'on a fait vraiment chacune de notre côté sans se connaître à l'époque. C'est-à-dire que moi j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années déjà dans le secteur textile, dans la mode. À la base, je suis styliste modéliste, donc mon métier c'était vraiment de dessiner les vêtements et de faire en sorte, enfin tout le côté production pour faire en sorte que le vêtement au bout existe, soit bien fait, les conseils aux usines, enfin toutes les choses comme ça. Voilà, au bout d'un moment, au bout de ces 10 ans, c'est pareil, on est un peu dans la roue, comment dire, du travail sans vraiment se poser de questions, mais au bout d'un moment, des questions commencent à se former sur pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses, avec les usines, avec qui on travaille, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un petit peu une dissonance entre justement la vie personnelle où là, je commençais à me poser des questions aussi sur la consommation, alimentaire par exemple ou cosmétique, donc me tourner plus vers des choses bio par exemple. Et c'était pas du tout en adéquation avec là mon travail où je me posais pas trop de questions justement parce qu'on était vraiment dans le rythme voilà quotidien du travail. Comme Nathalie, ça a été à des moments de maternité qui ont été plus comment dire qui ont plus enclenché des questions. Mais alors enfin dans la maternité, moi je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est que pour une femme, je pense que c'est, enfin, au-delà de la maternité et d'avoir un enfant, c'est vraiment une période qui est un peu à part dans une carrière. C'est le seul moment où on a un peu l'occasion de s'extraire justement de cette roue et de ce quotidien. C'est le seul moment, je pense, où on a un peu le temps de s'inspirer et de justement voir d'autres façons de travailler, d'autres façons de faire que celles qu'on connaît depuis, enfin moi en plus en étant restée 10 ans dans la même société, c'est vrai qu'on prend vite des habitudes et on prend vite l'habitude de ne pas trop réfléchir à la manière de faire ou la manière d'améliorer les choses. Et donc la maternité justement, enfin ce moment de congé maternité par exemple, où vraiment on prend un petit moment de pause, c'est là qu'on prend le temps de rencontrer peut-être plus de gens, de prendre le temps de lire des articles et tout. Et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai commencé à creuser sur le fait de faire autrement la mode, en fait, de continuer mon métier, mais d'une autre manière. Pour être utile à toutes celles qui vont vous écouter, que vous allez forcément inspirer, ça a été quoi votre cheminement? Donc vous avez ce congé maternité, donc qui est de quelques mois, j'imagine quand même. Hein, vous êtes peut-être allé au-delà des 2 mois et demi consentis, et vous en profitez pour faire quelle démarche? Comment vous y prenez? Alors en fait, moi j'ai 2 enfants, donc la première grossesse, pas spécialement. J'ai laissé le temps venir. Hein, les premiers enfants, c'est un peu juste un grand chamboulement. Et ça a plus amené justement aussi le côté plutôt se rendre compte enfin, changer le point de vue sur les choses, les priorités d'abord qui changent. La priorité, elle est plus trop le travail, elle est plus, on va dire, humaine et notre vie à nous. Et c'est là plutôt que les modes de consommation, mes modes de consommation ont changé. Et c'est à ma deuxième grossesse où plutôt là, j'ai pris la décision en gros de prendre le temps de ce congé maternité pour le mettre à profit en fait de mes réflexions, de rencontrer le plus de monde possible un petit peu dans mon optique d'améliorer ma façon de travailler dans la mode, donc des acteurs de la mode et qui travaillaient aussi de façon déjà responsable, éthique, beaucoup de lectures, que ce soit des livres, des articles, des vidéos sur internet, voilà, c'est vraiment mettre à profit ce petit moment un petit peu plus calme, où on s'extrait de notre quotidien. Une parenthèse qui vous a permis de prendre du recul et de rebondir. Preuve en est, c'est qu'à un moment donné, vous êtes amené à rencontrer d'autres personnes qui vous ressemblent sans doute un petit peu. Alors, comment se fait cette rencontre? Sandra, Nathalie, qui veut nous raconter ce moment? Je peux me lancer. Mais en fait, c'est vraiment le hasard complet de la vie parce que moi, j'avais déjà pris la décision de mon côté de quitter mon travail pour vraiment me lancer à 100%
dans un projet de mode circulaire pour enfants. Donc là, moi, j'étais en fait enceinte de mon deuxième enfant. J'avais pris la décision que je ne retournerais pas dans mon travail. Et moi, je connaissais bien dans le secteur textile toute la partie distribution, donc comment commercialiser un produit, le marketing, etc. Mais par contre, j'étais beaucoup moins à l'aise avec toute la partie production. Donc j'étais dans une phase où je faisais beaucoup de recherches et dans mes recherches, je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai posté sur un groupe Facebook une demande pour savoir s'il y avait des gens qui s'y connaissaient, qui étaient acheteurs, modélistes, stylistes et qui pouvaient répondre à mes questions. Et en fait, Sandra a répondu. Donc, je l'ai recontactée et c'est tout bêtement comme ça. Du coup, on s'est appelés, on s'est un peu raconté nos histoires, on s'est rendu compte en fait, on avait des histoires hyper similaires. On a trouvé que c'était marrant, donc on a pas mal échangé. Et après, on est resté un petit peu en contact et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on allait au même événement toutes les deux, qui est les Fashion Green Days, qui se passe tous les ans à Roubaix, où il y a tout un cycle de conférences sur la mode éthique, etc. Et du coup, on a passé ces 2 jours ensemble. C'est hyper intéressant. C'est très très bien entendu. On était en phase et voilà. En fait, après, c'est un peu fait au fur et à mesure où on s'appelait hyper souvent. Sandra répondait toutes mes questions. Et puis, on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on discutait, nos points de vue étaient toujours... on était toujours d'accord, quoi. Donc une vraie convergence un coup de foot professionnel. Voilà, une vraie convergence d'intérêts aussi, disons-le comme ça. Donc cette histoire, elle a démarré il y a combien d'années ? Du coup, si on s'est rencontrés, ça fait 2 ans. C'était genre mai 2018. D'accord, donc vous vous rencontrez en mai 2018, vous échangez, vous vous rendez compte que vous pouvez cheminer ensemble et donc vous lancez votre première collection. Ça, c'était à quel moment ? Beaucoup plus tard, parce que du coup, le temps qu'on se rencontre, moi, entre-temps, j'ai eu mon deuxième enfant, donc il y a eu un petit peu un moment de pause. Et c'est vraiment à partir de janvier l'année passée, donc janvier 2019, on a vraiment lancé le projet. Et on a fait une campagne de crowdfunding en juin de l'année passée et on a livré les premiers vêtements début novembre 2019. D'accord, donc ça fait 6 mois. Alors, Exactement. parlez-nous un petit peu du concept. Sandra, peut-être ? Expliquez-nous. Nathalie est plus au point là-dessus. Je pense que vous l'êtes aussi. Mais allez, on laisse la parole à Nathalie. Oui. Alors, Nathalie, expliquez-nous le concept. Donc, Perpète, c'est du prêt à reporter. Donc, ce sont des vêtements... Vous pouvez le redire, du prêt... C'est prêt à reporter. Voilà, que ça s'inscrive bien dans les esprits. Voilà, exactement. Donc, du coup, ce sont des vêtements bio et costauds qui sont faits pour durer longtemps, même chez les enfants. Alors, comment on le fait ? Lorsque le vêtement devient trop petit pour l'enfant, les parents peuvent nous le renvoyer gratuitement. Nous, en échange, on va leur offrir jusqu'à 40% de la valeur en bon d'achat. Et on va s'occuper de le remettre en état et de le revendre en seconde main sur notre site ou bien de le recycler. Voilà, donc du coup, ça nous permet d'avoir des vêtements qui durent perpète. Vous avez bien trouvé le nom de la marque. On comprend tout de suite le concept, c'est ça qui est bien. Comment est constituée une collection ? Vous avez parlé des âges, mais il y a du choix ? Alors, on va du 3 ou 8 ans. Au tout début, on a fonctionné avec une toute petite collection pour tester notre concept. Donc, on a eu d'abord 3 produits pendant la campagne Ulule, puis on en a rajouté 2 cet hiver. Et alors là, on est vraiment en train d'étoffer la gamme. On a 6 nouveaux produits qui viennent d'arriver et courant mai, on en aura encore, courant mai, ce sera plutôt début juin au vu de la situation, on aura encore environ 3-4 nouveaux produits. Alors comment vous faites connaître ? Comment on peut acheter vos produits ? Alors... Excusez-moi, juste pour compléter un peu justement avec ce concept perpète, en fait toute la gamme aussi on la pense, on a 2 gros points un petit peu, c'est et pour la forme et le style des vêtements, on essaye plutôt que ce soit du style intemporel, alors pas dans le sens basique tout nu, mais intemporel plutôt inter-saison, c'est des formes qu'on va pouvoir porter à peu près toute l'année. Ils sont pas hyper saisonnalisés avec des grosses pièces très hiver ou des petites pièces plutôt très été. Et puis on a un autre gros point aussi, c'est qu'on essaye d'être le plus mixte possible. Donc ce qui fait que
et c'est encore plus facile, on va dire, que le vêtement soit reportable entre les enfants, entre filles, entre garçons. Voilà. Ce que vous me racontez, c'est une histoire qui est presque vieille comme le monde. Alors peut-être que 30 années de consommation hyper intensive, je ne sais pas si ce sont les bons mots, sont passés par là mais ont oublié, mais le vêtement qu'on repasse de frère à sœur et inversement, ça a été quelque chose de très très usité, très, très familier, je dirais, dans les familles des années après-guerre en fait. Vous le saviez? Vous l'aviez en tête? Oui, non, clairement, ça fait partie, c'est une volonté de retourner quand même à des choses qu'on a un petit peu perdu de vue, et c'est juste presque du bon sens. Mais ça, vous en l'avez fait. vécu ou comment ça s'est passé quand vous étiez vous-même enfant? Vos parents fonctionnaient comment par rapport à ça? Oui, c'est vrai qu'enfant, quand même, on n'avait pas. Déjà, les marques de toute façon de fast fashion et les collections qui se renouvellent tous les 15 jours, ça n'existait pas à l'époque. Donc, oui, on fonctionnait avec des vêtements qu'on pouvait récupérer de cousins, cousines, amis, grands frères, petits. Enfin, ça fonctionnait quand même pas mal comme ça, et c'est plutôt qu'on s'est rendu compte que ça s'est quand même très vite perdu ces Et vous, dernières Nathalie, années. vous avez suivi un peu le même parcours? Vos parents achetaient peu de vêtements ou vous les repassiez de frère à sœur? C'était un mix de tout ça. Il y avait certaines choses qui se transmettaient, d'autres choses qui étaient neuves. Il y avait des deux choses, mais c'était pas du tout la même chose, je trouve, où on faisait le plein. Enfin, je veux dire, c'était des vêtements, on en avait moins, mais on les mettait sûrement plus souvent. Je pense aussi ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme la fast fashion, c'est aussi pas cher, on a tendance à avoir des placards beaucoup trop remplis, avec beaucoup trop de choix finalement, alors que pour un enfant, on n'a pas besoin d'avoir 15 pantalons. Je pense qu'il y avait ça aussi comme différence, c'est qu'on n'avait pas la même notion de la taille d'une garde-robe aussi. D'accord, donc pas les mêmes usages en tout cas de consommation. Vous les fabriquez où ces vêtements? Alors Nathalie. Les vêtements sont fabriqués au Portugal. Donc nous, c'était une réelle volonté de rester en Europe, à la fois parce que du coup le vêtement va parcourir moins de kilomètres, donc ça va réduire l'impact CO2, et aussi parce qu'au Portugal, il y a un réel savoir-faire dans la maille, et aujourd'hui, nous, nos vêtements sont tous en maille, en 100% coton bio. D'accord. Alors Sandra, après quelques mois de fonctionnement, une première collection, quel est votre bilan? D'abord, expliquez-nous comment vous faites connaître et puis le retour que vous avez sur cette proposition. Oui. Le bilan, c'est quand même plutôt assez positif. Alors en ce moment, c'est vrai que la situation, elle est un petit peu particulière pour justement en tirer un petit peu des bilans. Le textile n'est pas dans une position très favorable. Mais malgré ça, nous, l'accueil de notre nouvelle collection qu'on vient de lancer il y a 3-4 semaines est très bien perçu. Et en fait, on a surtout un retour qui est très positif. C'est que on a beaucoup de personnes, beaucoup de clients qui ont commandé donc soit Ulule il y a 1 an, ou même à la sortie de nos collections il y a 6 mois, qui recommandent aujourd'hui, enfin qui recommandent une deuxième fois, voire une troisième fois. Donc on a un peu ce côté où les gens sont je pense, satisfait de la qualité et de ce qu'on propose voilà, comme vêtements. Pour moi, c'est vraiment un gage de qualité que le fait que les gens se rachètent Ils sont sensibles à la démarche, ils vous le disent? Comment vous le percevez ça? Alors il y en a beaucoup, oui, qui nous le disent, même si c'est pas forcément des clients, on a quand même beaucoup de retours. Alors oui, c'est vrai que notre façon de communiquer, on est très présente sur Instagram. On essaye aussi d'expliquer un peu toute notre démarche de façon pédagogique, mais tout en restant très très fun, rigolo, parce que bon, on a un peu gardé notre âme d'enfant. Voilà, et donc les gens nous suivent un petit peu pour ça aussi, parce que c'est léger, parce que c'est rigolo, et qu'après on reçoit des messages pour nous dire mais moi je vous suis, c'est très rigolo, mais en plus j'adore votre démarche, même si au bout c'est pas forcément des clients, parce qu'ils nous disent dommage, moi mon enfant est trop grand mais j'aurais trop aimé, ou alors dommage, mon enfant est trop petit, c'est un bébé, mais dès qu'il atteint 3 ans je vous suis à fond, etc. Donc les retours sont quand même hyper positifs. Alors, retour positif sur les vêtements, mais aussi sur la démarche, hein, c'est ce dont on est en train de parler, et vous utilisez les réseaux sociaux évidemment, et notamment, alors on vous trouve facilement sur Insta, j'imagine.
On montre régulièrement, on est assez transparente, on montre les coulisses, les cartons qui se perdent dans les entrepôts autour de Paris là pendant cette période, on en parle, on en rigole, tout est un petit peu les galères que tous les entrepreneurs rencontrent, ou même nos petites réussites, les témoignages des clients, on partage beaucoup ça, et je pense que ça on essaye d'être le plus honnête possible et le plus naturel, quoi, en fait. On a beaucoup parlé de télétravail ces derniers temps. Vous l'expérimentez, puisque l'une à Bruxelles ou tout près, et l'autre tout près de Paris ou à Paris. Comment ça fonctionne, ça? Faites-nous un petit retour d'expérience là-dessus. Globalement, ça fonctionne bien. Non, mais c'est vrai que nous, on n'a pas forcément eu besoin du confinement pour avoir pris l'habitude de travailler comme ça. Déjà, on est deux, donc ça facilite. On peut, les échanges sont pas multipliés entre différentes personnes. Et puis aujourd'hui, avec tous les outils qu'il peut y avoir, les Zoom, les WhatsApp, les Slack, en fait, on parle en permanence ensemble. On s'appelle beaucoup. Alors normalement, dans un contexte normal, on essaie. Moi, je viens régulièrement à Paris, je viens quasiment une journée par semaine, in fine, à Paris, pour qu'on fasse un peu le bilan et qu'on qu'on travaille les sujets de fond. Mais là, du coup, on l'a pas fait depuis 2 mois et demi, et voilà, ça pose vraiment pas de problème, quoi. Ce qui est plus compliqué en ce moment, c'est plus la gestion de nos enfants qui sont plutôt petits, qui sont à la maison, et le travail. Alors donc, justement, vous avez parlé de vos maternités. J'ai pas beaucoup entendu parler des papas ou des hommes de votre vie. Parce que quand on fait ce choix de quitter l'entreprise structurée, rassurante, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, j'imagine quand même qu'il faut l'accord de l'autre. Il faut pouvoir s'appuyer. Alors, qui veut prendre la parole là-dessus? Sandra, Nathalie? Sandra? Alors moi, ce qui est assez drôle, en fait, je pense, comme dans tous les entourages, quand on commence à parler de réfléchir à quitter un CDI, c'est un petit peu le désarroi, je pense, de l'entourage, que ce soit amis, famille. C'est sûr que ça amène plein de questions. Après, je pense qu'on est un petit peu, depuis petit, on est un peu éduqué pour dire quel travail tu veux faire, mais sous-entendu quel travail tu veux choisir pour ta vie, et une fois que tu l'auras trouvé, tu vas le garder. Donc c'est vrai que la rupture avec les générations précédente, c'est un peu particulier. Après, c'est surtout parce que les gens s'inquiètent autour de nous, mais par contre, ce qui est rigolo, c'est justement moi, mon mari, c'était l'inverse. Dès le départ, ça a été vraiment un soutien, mais le soutien, on va dire, a été un petit peu brutal, parce que c'était une période, donc avant que je quitte mon CDI, j'étais en plein questionnement sur tout ça. Il n'y a plus rien de collé avec mes valeurs, donc c'était vraiment une période un peu difficile. Et il y a un jour où mon mari a un petit peu explosé, on va dire, parce qu'il n'en pouvait plus de mes questionnements personnels, et où il m'a dit écoute, soit tu arrêtes de nous parler de tes questionnements tous les jours, ou soit c'est moi qui vais poser ta démission. Donc là, ça a été un petit peu brutal, mais en fait, tout ça, c'était pour dire, j'ai compris que ça voulait juste dire, ça ne me dérange pas que tu quittes ton CDI parce que là, clairement, moi, j'avais pas de projet derrière. C'était juste que je voulais. L'objectif, c'était un petit peu il fallait que je coupe pour pouvoir continuer ma réléction plus sereinement. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus sereine? Et ben voilà, ce break, donc a été. Mon mari était hyper. En soutien indéfectible, non, vraiment, en plus, et ça a été hyper bénéfique. C'est là que ça m'a permis, sans avoir un projet, c'est là que ça m'a permis de rencontrer plein de monde, et dont Nathalie, et de construire ce projet ensemble. Donc de nouvelles ailes, c'est pas mal ça. Exactement. Alors que bien sûr, quand on quitte son CDI, alors que la société est un peu tournée vers on ne quitte un CDI que pour un CDI, ou avec un projet très concret, c'est vrai que ça fait un peu peur quand on se lance. Mais en fait, ça a été donc c'est une bénéfique. belle audace. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui au micro des Audacieuses. J'aimerais bien vous entendre, vous, Nathalie, vous et votre compagnon, votre conjoint. Comment ça s'est passé? Très bien aussi. On va dire que c'est un peu similaire. Alors moi, on va dire, j'avais toujours su qu'à un moment donné dans ma vie, je voudrais entreprendre. Moi, je viens plutôt d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est quelque chose qui était un peu inscrit dans l'ADN. Voilà, j'étais dans mon travail, pareil, tête dans le guidon. Tous les soirs, je rentrais, ça n'allait pas, j'en avais marre. Et puis pareil, au bout de
X mois, tous les soirs revenir et être déprimée, mon mari m'a dit non mais là, vas-y, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Je comprends pas quoi. Il faut que tu sautes le pas parce que là, moi, j'en peux plus. Il y a vraiment une similitude dans vos parcours. C'est beau à observer, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Quels sont vos objectifs à moyen terme pour les 2-3 années à venir? Qui veut répondre? Nathalie, Sandra? Ouais, je peux répondre. Eh bien, nos objectifs pour les années à venir, c'est finalement assez simple. C'est de continuer à ce que Perpète se fasse connaître, de continuer à gagner de nouveaux clients qui vont être conquis par notre projet et qui vont devenir de fidèles clients. Mais aussi, pour nous, ce qui est important, c'est que même si les gens ne nous suivent, par exemple, que sur Instagram et peut-être de se jammer le pas, c'est qu'au fond, on plante une petite graine qui permette aux gens de réfléchir à leur façon de consommer actuellement et qu'au fur et à mesure, on arrive à entraîner un peu un mouvement de consommation plus responsable et plus respectueuse de l'environnement. D'accord, donc c'est une démarche globale qui va au-delà, on l'a compris, de la collection que vous proposez, même si c'est effectivement déjà plus qu'une graine, hein, c'est une jolie petite plante là que vous avez fait pousser. Ouais, en tout cas, c'est une belle ouais. aventure. Moi, je vous souhaite et je souhaite à Perpète de tout cœur que cela fonctionne merveilleusement bien. J'espère que tous ceux et celles Merci. qui vont vous découvrir et vous suivre et vous apprécier vont effectivement vous aider à aller jusqu'à Perpète. Voilà, belle route à vous et à bientôt. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet Contact. À très vite.